Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour me permettre d'intervenir pour présenter aujourd'hui le diplôme universitaire de père aidance familiale en neurodéveloppement et en santé mentale. Donc, on peut débuter par la genèse du projet, ce qui nous a fait penser à professionnaliser des pères aidants familiaux, c'était le déploiement de la père aidance usagée sur l'hôpital. Depuis quelques années, en fait, ce travail de pair à pair qui est déjà beaucoup utilisé dans les associations nous a montré une très grande efficacité pour les usagers, avec du coup une utilisation de leur savoir expérientiel qui permettait de mieux vivre le parcours en psychiatrie, de mieux se comprendre, d'avoir un discours qui était beaucoup plus adapté côté soignant, côté usager, et donc une bien meilleure efficacité des soins. Et ce qu'on s'est dit, c'est que pour nos personnes, nos usagers qui ont un trouble du développement intellectuel important, parfois non-verbaux, cet accès à la père aidance ne serait jamais possible et que c'était un manque important dans la potentielle progression des soins qu'on pourrait leur apporter et que donc on pourrait adapter ça aux familles qui sont de toute façon les piliers habituels quand on est en entretien pour avoir des informations. C'est les familles qui sont les principales ressources, c'est quelque chose qui est très habituel. On a ensuite pensé aux autres familles pour les usagers de la psychiatrie du sujet âgé, les usagers de la psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent, et puis finalement même le reste des usagers en santé mentale. Il y avait aussi une partie très pratique, c'est qu'on s'est mis à développer les programmes de psychoéducation familiale et demander du bénévolat à des familles qui ont déjà beaucoup à faire. Ça en devenait gênant puisque le programme bref nécessite une famille via une association à chaque 3e séance, et l'idée c'est vraiment de multiplier ce genre de programme, et pour ça nécessite d'avoir un panel de personnes qu'on peut solliciter pour permettre d'animer, de co-animer ces programmes-là, sachant que pour que le programme soit efficace, cette 3e séance avec une association est indispensable en fait. On l'a co-animé de temps en temps sans professionnel, ça fait vraiment sans famille, ça fait vraiment une très grande différence. Donc on a regardé un petit peu dans les recommandations où est-ce qu'on pourrait se situer en termes de programme pour développer un diplôme universitaire, à quoi est-ce qu'il faudrait qu'on réponde pour satisfaire aussi aux recommandations. Et alors là, on a eu effectivement l'embarras du choix pour parler juste de la stratégie nationale de mobilisation et de soutien en faveur des aidants. Donc c'est la stratégie 2020-2022. Il y a 17 mesures et dans les premières, le fait de pouvoir bénéficier de formation et juste d'information fait partie des premières mesures, ainsi qu'une attention particulière à la santé physique et la santé psychique des aidants. On se rend tout de suite compte quand on travaille sur l'hôpital que quand on est médecin ou professionnel de santé, se permettre de dire à un aidant que c'est important de prendre soin de sa santé physique ou psychique, c'est forcément mal perçu parce qu'on n'est pas à la bonne place pour faire ça, alors que c'est désolée pour le micro. Alors que dans les associations, c'est des choses qui sont déjà très présentes et très efficaces en fait. Le savoir de pair à pair permet que ces recommandations-là puissent être appliquées parce que c'est dit par les bonnes personnes qui connaissent ce que peut vivre l'aidant et peuvent, avec leur savoir expérientiel, partager ces questions-là c'est normal à un moment d'oublier un peu comment est-ce qu'on va, de ne pas faire attention, depuis combien de temps vous n'êtes pas allé voir votre médecin traitant, c'est des choses qui ne peuvent passer que par des pères aidants familiaux. Je ne veux pas vous lister toutes les recommandations. Pour quand même faire un petit pont sur l'inclusion, dans la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, il y a plusieurs choses qui étaient demandées de la part des familles, notamment la formation des agents de la police ou une procédure d'alerte en cas de disparition. C'est des choses qui, sur le bilan de 2022, sont déjà en cours, et ça, c'est des demandes directes des familles. Et si on veut augmenter l'inclusion en ville, il y a tout un tas de dispositifs qui doivent être mis en place pour que l'inclusion se fasse en toute sécurité, et c'est aussi en reconnaissant la parole des familles et en la valorisant qu'on pourra obtenir de meilleurs moyens pour que l'inclusion réussisse.
Donc pour faire ça, on s'est entouré de tout un tas d'associations. L'association Argos 2021 pour les usagers de troubles bipolaires, AAA, je pense que vous connaissez, Autisme, Ambition et Avenir. L'association UNAFAM pour les amis et familles de personnes avec maladies psychiques. L'association Connexion Familiale pour les troubles de personnalité borderline, et puis Génération 22 pour les personnes atteintes de microdélétion 22Q11. Il y avait des professionnels de santé, psychiatres et psychologues. Il y avait la coordinatrice de Métropole aidante. Pour vous faire une idée, c'est 165 000 aidants, rien que sur la métropole. Et puis l'association Esper, qui du coup, à chaque étape du projet, nous a expliqué et fait part de son expérience sur la manière dont eux utilisaient le savoir expérientiel. Et comme c'était les premières promotions de pairs aidants, on a pu évoluer avec eux et voir toute la puissance de ce pair à pair au sein de l'hôpital notamment. Donc le programme répond aux recommandations et à ce qu'on espère pouvoir mettre en place. Le fait d'informer et d'orienter les familles, c'est très important. Les familles ont besoin d'avoir une information sur toutes les mesures auxquelles ils ont droit, tout simplement les droits de base qui sont déjà en place mais qui ne sont pas forcément utilisés, les structures de répit qui existent déjà, les droits de congé proche aidant, enfin tout ce qui existe déjà. Le fait de pouvoir diffuser aussi les recommandations sur la manière dont on peut accueillir une famille dans une unité, ça c'est des choses qui pourront se co-construire avec des pairs aidants familiaux qui seront sur les unités et qui pourront, en expliquant la manière dont eux ont été accueillis, faire réfléchir les professionnels et puis co-construire des nouveaux lieux d'accueil, des nouvelles modalités de discussion avec les familles également. L'idée aussi est bien sûr de co-construire de nouvelles modalités de soins. La psychoéducation, ça fait vraiment partie des recommandations. Et pour qu'elle soit vraiment efficace, on sait que qu'elle soit construite avec un père aidant augmente vraiment l'efficacité du programme. Le fait de participer à la compréhension de la maladie, parfois et régulièrement, on a des années après des questions sur le diagnostic parce que le diagnostic a été expliqué mais pas forcément compris, et via un père aidant familial qui peut réexpliquer certains termes ou demander un temps d'arrêt parce que lui-même l'a vécu et sait qu'il y a des temps où il y a besoin d'un peu de réflexion, ou reprendre ça avec la personne, ça permettra que même les annonces diagnostiques soient mieux comprises, aussi bien pour les professionnels que pour les familles. Et puis, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le fait de participer à la déstigmatisation, le fait que les familles vont rencontrer d'autres pères aidants familiaux qui pourront faire part de leur expérience, de la manière dont eux peuvent quand même sortir et faire tout un tas d'expériences sociales, permettra que la visibilité en ville des familles soit plus importante et, comme dit Vincent, les structures soient adaptées de plus en plus, parce que le pouvoir des familles, c'est toujours les associations qui ont fait bouger en fait l'inclusion en ville pour l'instant. Les modalités du programme, c'est une grande partie de simulation relationnelle. Le but est d'avoir vraiment des compétences relationnelles pour la conduite d'entretien. Ce sera sur 2 sessions de 3 jours. Le reste du programme, ce sera 3 sessions de 3 jours en visio. C'est quelque chose qui a été demandé à la plupart des associations de familles pour savoir de quelle manière ils voulaient organiser le programme pour que le plus de personnes puissent intégrer le programme sans être gênées au niveau de leur vie personnelle et des exigences qu'ils ont déjà par ailleurs. Il y aura des visites des lieux ressources, donc associatifs, une journée pour pouvoir dispenser le programme de psychoéducation, bref. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une semaine de stage. Globalement, ça fait à peu près 140 heures de formation. C'est un diplôme universitaire. Voilà, c'était un petit peu les mots-clés de mon intervention aujourd'hui, parce que j'ai respecté le timing. Parfait, on a même récupéré un peu de temps, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour cette belle présentation et de ce beau projet. Vous pouvez l'applaudir, oui, bien sûr. Je me dirige vers la salle où il y a en plus pas mal de familles. Et voilà, je voudrais pouvoir... Ah voilà, merci Enzo. Une première question. Bonjour, je voudrais savoir si ces aidants diplômés vont être rémunérés ou s'ils vont intervenir bénévolement.
l'idée, c'est vraiment une formation qui permette une rémunération, parce que déjà, le bénévolat a ses limites, très clairement. C'est ce qui fait qu'on n'a pas pu plus développer les programmes de psychoéducation aussi, parce qu'on peut pas faire une demande bénévole tout le temps. Donc l'idée, c'est vraiment, à l'instar des pères aidants usagers, quelque chose de professionnel avec une rémunération. Pardon ? Par l'hôpital, ils seront rémunérés. Oui, par l'employeur en tout cas. Merci. Oui, c'est une question très juste, effectivement. Ce qui permet de donner une légitimité aussi, quelqu'un qui est rémunéré au même titre que d'autres professionnels dans une équipe, à sa place, de manière aussi plus légitime de fait. Tout à fait. D'autres questions par rapport à ce diplôme de père aidant ou des réactions dans la salle ? Non, bon bah c'est... si, alors... Pour répondre à la question qui vient d'être posée, l'idée en fait c'est qu'il existe aujourd'hui des créations de postes de père aidant usagers, de plus en plus, et on sait que le savoir expérientiel, comme l'a précisé Mélanie, est très important pour accompagner les soins. Et le partage d'expérience entre une personne qui est rétablie d'un trouble et l'équipe soignante et d'autres usagers est vraiment quelque chose de très efficace, et ça a été montré par un certain nombre de méta-analyses, hein. C'est pas juste une constatation au doigt mouillé, hein. Il y a vraiment des recherches qui ont été menées sur la pérédance et qui montrent que accompagner des usagers avec son savoir expérientiel, eh bien ça améliore significativement la qualité des soins. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'il y a toute une frange de la santé mentale et des troubles du neurodéveloppement qui peuvent difficilement, des personnes qui peuvent difficilement s'auto-représenter. Je pense dans le trouble du développement intellectuel sévère, dans la psychiatrie du sujet âgé ou chez les jeunes enfants. Et dans la pratique, on interagit beaucoup avec les familles. Donc c'est l'idée de s'acheminer vers la création de postes de pères aidants familiaux. Il y a déjà une père aidante familiale à Paris, qui a un poste au GHU, qui s'appelle Bénédicte Chenu. Donc l'idée, c'est que ça essaime et qu'avec ce diplôme, on puisse justement prétendre à l'ouverture de postes. Et le secteur médico-social est aussi intéressé, parce que c'est un enjeu important pour eux d'interagir avec les familles. Et ils perçoivent bien l'aide, la nécessité du savoir expérientiel pour améliorer leur lien avec les familles. Donc oui, vraiment, l'idée, c'est de professionnaliser. Merci pour cette précision. S'il n'y a plus de questions, et je regarde s'il y en a en ligne. Ah si, alors pardon, allez-y. Merci beaucoup. Donc oui, c'est une question qui va peut-être vous paraître bizarre, mais je me disais qu'au fond, dans un enseignement comme celui-ci, c'est aussi l'occasion de partage, hein, on va dire d'expérience, d'expertise, de vie, et je me disais, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre cet enseignement et puis le Ziboulab? Là, on est en train de créer des mariages. Alors, ça va se discuter à la pause déjeuner. Hein. Oui, Zelda, Mélanie, on va vous mettre à table. Le programme, je vous ai mis juste le programme, mais la plupart des intervenants sont pas du tout des intervenants hospitaliers, et on a intégré le maximum de personnes de la cité. En fait, il y a toutes les associations, il y a tout ce qui est dans le droit commun, le GRIM, la page. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi quelque chose où les gens qui viennent faire le diplôme ont une connaissance énorme de tout le réseau, et on leur présentera un maximum de personnes pour qu'eux-mêmes puissent via leur connaissance, appeler les personnes de droit commun. Absolument. Complètement. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je regarde la régie, pas de questions en ligne. Bon, eh ben, écoutez, on termine. Merci beaucoup encore, Mélanie Detray, et on termine cette session 2.